Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, on va commencer par notre rôle modèle du jour. Il est suédois, il a développé l'un des jeux vidéo les plus connus au monde. Il s'appelle Marcus Persson et on vous présente son portrait dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, Jeanne Dreyfus est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippine. Ravie de vous retrouver, quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? Eh bien je vais vous parler aujourd'hui de ces petites images humoristiques qu'on utilise tous ou presque. Je parle évidemment des mèmes, d'où viennent ces drôles d'images et qu'est-ce qu'elles disent bien de nous et de nos sociétés. On se pose ces questions-là tout à l'heure. Merci beaucoup Jeanne. Et puis on va continuer à parler numérique aussi, parce qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle est partout. Mais sait-on vraiment ce qui se cache derrière? De nos téléphones aux assistants vocaux, en passant par des applications un peu plus avancées comme ChatGPT, l'IA fait partie maintenant de notre quotidien. Alors comment la démystifier et expliquer son fonctionnement sans tomber non plus dans ses travers? On en parle avec notre invité. Bonjour Pierre-Yves Oudéier, ravi de vous avoir parmi nous. Bonjour. Vous êtes en duplex avec nous aujourd'hui, vous êtes chercheur à l'INRIA et notamment co-auteur de C'est pas moi, c'est l'IA, publié chez Nathan. On en parle dans un instant, juste après le focus. On va vous parler d'abord d'un grand passionné de jeux vidéo et de programmation qui développe sans le savoir en 2011 un jeu qui va marquer l'histoire. Il s'appelle Marcus Persson et si son nom ne vous dit rien, vous n'avez pas pu passer à côté de son jeu vidéo connu de toutes les générations. On parle bien sûr de Minecraft. Focus aujourd'hui sur ce développeur suédois par Jean Martineau. Jag heter Marcus Persson. Jag har gjort ett spel som heter Minecraft som nyligen fått ganska mycket publicitet i svenska pressen. Marcus Persson, c'est une success story qui a tout d'un conte pour enfants. Tout commence en 1986, lorsque Marcus, un jeune Suédois alors âgé de 7 ans, vivant dans la banlieue sud de Stockholm, décide d'apprendre la programmation. Après quelques mois d'apprentissage, il crée son premier jeu à l'âge de 8 ans. Il se passionne rapidement et enchaîne les concours et compétitions de développeurs de jeux vidéo. C'est en 2009 que bascule réellement sa carrière avec le lancement de son jeu vidéo de type bac à sable, un format où l'on fait, défait, cherche, construit, fusionne, imagine, c'est de la totale liberté. Le jeu prend rapidement de l'engouement, des allures simples mais bien pensées, des possibilités de créer à l'infini qui instaurent une sorte de rivalité très saine entre les joueurs qui souhaitent surpasser ce que l'autre a accompli. À tout cela s'ajoute l'essor des vidéos sur internet, un grand nombre de vidéastes mettent en avant ce qui deviendra un phénomène, Minecraft. Salut à tous les amis, ici Fantapné, plus connu sous le nom de Fanta. Mon ami Zelvac, vous êtes certainement au courant de cette nouvelle série qui va arriver, La Cité des Sables. Eh bien, salut tout le monde, c'est Squeezie. Et écoutez, je tenais à faire une petite vidéo avant de partir. Tous les amis, c'est Fanta et je suis sur le canapé de Bob Lennon en compagnie de mon ami Bob. Salut. Bonsoir. Marcus, de son surnom Notch, ne sera pas emballé par la notoriété que ce succès lui donne et s'estompera peu à peu de sa création jusqu'en 2014 où Microsoft rachètera le jeu. Notch restera toutefois présent à travers plusieurs clins d'œil dans le jeu vidéo jusqu'en mars 2019 où Microsoft décidera d'effacer son nom de l'écran de lancement dans la dernière version du jeu et toute référence à son créateur à la suite de divers propos controversés tenus sur son compte Twitter. Allez, on va parler d'autre chose maintenant, mais on va rester dans le domaine du numérique et du digital. Parce que quand on parle d'intelligence artificielle, de quoi parle-t-on vraiment? C'est la question qu'on va se poser avec notre invité. Et surtout, comment en parler de l'intelligence artificielle à ceux qui grandissent en ce moment même avec cette technologie, à savoir les adolescents? On en parle tout de suite dans la première partie du talk. Et on en parle avec vous, Pierre-Yves Oudéier. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'INRIA et co-auteur notamment de ce livre « C'est pas moi, c'est l'IA » publié chez Nathan. Alors peut-être pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, Pierre-Yves, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement, nous expliquer aussi brièvement ce que vous faites en tant que chercheur à l'INRIA dans le domaine notamment de l'intelligence artificielle? Oui, bonjour, merci beaucoup. Donc, je dirige une équipe de recherche à INRIA qui s'intéresse à essayer de comprendre les mécanismes de l'apprentissage à la fois chez les enfants et chez les machines. Et en particulier, on s'intéresse à quelque chose qui est très important dans l'apprentissage, c'est la curiosité.
C'est la curiosité qui permet de comprendre comment les enfants vont explorer spontanément leur environnement. Donc, on va essayer de la modéliser pour mieux la comprendre, pour mieux comprendre l'humain. Et puis, on va ensuite essayer de transposer cette compréhension dans des machines, des systèmes d'intelligence artificielle pour les rendre un petit peu plus flexibles, plus autonomes. Et puis, on s'intéresse aussi à des applications dans différents domaines, mais l'un d'entre eux, c'est celui de l'éducation. Par exemple, comment est-ce qu'on peut mettre au point des logiciels éducatifs qui vont stimuler ou muscler la curiosité des apprenants. Merci beaucoup Pierre-Yves. Alors pareil, et là aussi, votre livre, l'objectif c'est de démystifier, de vulgariser aussi l'intelligence artificielle. Comment vous pourriez la définir en termes simples et surtout pourquoi c'est important pour un jeune public auquel vous vous adressez dans ce livre de le comprendre? Alors, quand on parle d'intelligence artificielle, en fait, on parle de plusieurs choses. D'abord, ça désigne un domaine scientifique qui consiste à essayer d'étudier les mécanismes de l'intelligence en les modélisant dans des machines. C'est comme ça que le terme a été introduit il y a maintenant plus de 70 ans. Mais aujourd'hui, dans le langage courant, le mot intelligence artificielle, il est utilisé par beaucoup de gens pour parler des machines elles-mêmes, des logiciels qui modélisent certaines de ces capacités de raisonnement, de pensée ou d'apprentissage. Et par exemple, l'un des logiciels connus récemment, c'est ChatGPT. Et alors, pourquoi c'est un sujet qui est important? Eh bien, c'est que ces outils, ces logiciels, ils prennent ces dernières années un rôle extrêmement important, à la fois dans le quotidien chez les gens, mais aussi dans les entreprises. Et puis, ils amènent à la fois des opportunités, des bénéfices qui d'un côté peuvent être très grands, on va pouvoir en parler, mais aussi des risques et des défis qui peuvent être embêtants. Et les jeunes sont au cœur de tout ça, d'abord parce que ils utilisent de manière massive aujourd'hui des logiciels d'intelligence artificielle comme ChatGPT. Il y a aujourd'hui plus de 80% des 14-18 ans qui ont déjà utilisé ChatGPT ou d'autres logiciels similaires pour s'aider à faire leurs devoirs. Ils utilisent ChatGPT et ces logiciels de manière beaucoup plus massive que les adultes. Ça a donc un impact déjà dans leurs apprentissages, dans la manière dont ils vont découvrir et accéder à l'information autour d'eux. Et puis du coup, eh bien, ce sont eux, les jeunes d'aujourd'hui, qui seront les décideurs de demain et qui vont contribuer à fabriquer le monde qui arrive. Et donc l'idée, c'est d'essayer de leur donner tous les équipements, les explications, les outils qui leur permettent de bien comprendre ce monde nouveau qui arrive rapidement et qui va provoquer probablement des changements importants, certains positifs, d'autres négatifs, et de les remettre au centre pour que ce soit eux les acteurs et qui finalement décident de la direction dans laquelle tout ça va aller. Merci beaucoup en tout cas pour cette explication. Pierre-Yves, il y a une question aussi que je me suis posée avant de lire le livre, que je ne me pose plus maintenant que j'ai lu, mais qui interpelle, c'est le titre de ce livre. C'est pas moi, c'est l'IA. Pourquoi avoir choisi ce titre ? Alors, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, on est, si je puis dire, cerné dans beaucoup de domaines par des systèmes d'intelligence artificielle qui peuvent nous aider à dialoguer avec des personnes de langues étrangères, mais qui peuvent aussi, par exemple, être source de désinformation, qui peuvent être utilisées par des organisations mal intentionnées, et puis qui sont utilisées au quotidien par exemple par les jeunes pour faire leurs devoirs, pour imaginer des idées par exemple de fêtes ou de recettes de cuisine qu'ils auraient envie de cuisiner. Et puis parfois quand les choses se passent bien, ils vont avoir peut-être envie de dire que c'est eux qui ont eu les bonnes idées, et puis parfois quand il se passe un truc peut-être moins bien qui résulte de leur utilisation de l'IA, peut-être va y avoir parfois une sorte de réflexe de dire en fait c'est pas de ma faute, c'est ce système qui a déraillé. Et en fait, l'idée, c'est de dire, dans tous les cas, l'IA, elle est faite par les humains, elle est utilisée par des humains, et c'est les humains qui en sont responsables. Et donc, au final, plutôt que de dire que c'est pas soi-même, c'est l'IA qui est responsable et on serait des victimes ou on serait un peu passif, il faut prendre une autre perspective. Au contraire, c'est nous qui sommes aux manettes, c'est nous qui contrôlons. Et donc, c'est bien nous qui sommes responsables à la fois des bons usages et des moins bons usages.
Et on évite de déresponsabiliser les humains, effectivement, par rapport à leur utilisation de l'intelligence artificielle. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous nous dites que l'intelligence artificielle, ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau. Vous nous prenez d'ailleurs l'exemple du test de Turing, dans les années 50 avec Alan Turing. Et puis après, vous mentionnez le Electric Dog de 1915, encore avant. Que nous apprend alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément ce robot, et bien justement, qu'est-ce qu'il nous apprend sur la perception de l'intelligence artificielle à l'époque, en 1915 ? Ah oui, c'est extrêmement intéressant. Alors le mot n'existait pas encore, mais c'était vraiment déjà de l'intelligence artificielle. C'était deux ingénieurs. Alors c'est intéressant parce que ça montre déjà le côté interdisciplinaire, les impacts sociétaux. Deux ingénieurs qui travaillaient pour l'armée dans un pays anglo-saxon, et on leur avait demandé de réfléchir à comment fabriquer des torpilles qui allaient viser des cibles lumineuses. Alors c'était pas un sujet très positif, comme on pourrait dire, et il se trouve qu'ils avaient lu les travaux d'un biologiste qui s'appelait Jacques Loeb, qui expliquait comment les insectes se déplaçaient autour des sources lumineuses et qui avait proposé que leur comportement était le résultat d'un câblage neuronal très simple, une sorte de petite machine dans le cerveau des insectes. Et puis les ingénieurs se sont dit, on va essayer de reproduire vraiment ce circuit neuronal, ce circuit électrique dans un robot très simple. Et donc ils ont fabriqué ce robot qui était attiré par les zones lumineuses, qui évitait les zones un peu plus sombres. Et puis quand ils l'ont allumé, ils se sont aperçus que ça générait des trajectoires très complexes et très rapidement, les gens qui ont observé ce robot se sont mis à utiliser des mots très anthropomorphiques en disant qu'il aimait telle ou telle chose, il avait peur de telle ou telle chose. Et puis la presse s'y est intéressée très rapidement. En fait, ce projet, ces ingénieurs sont devenus assez connus. Et puis il y a même des journaux qui ont titré, par exemple, l'invention d'une machine super intelligente, mais des journaux mondialement connus à l'époque. Et alors évidemment, aujourd'hui, ça nous fait sourire parce que c'était un robot vraiment très très simple qui n'était pas capable de faire grand-chose, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui se sont, on va dire affolés et qui ont pensé que tout d'un coup, les machines allaient partir à la conquête du monde. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que quelques années après, ça a été complètement oublié, à tel point que même les scientifiques, dans les années 50, quand l'intelligence artificielle, le terme a été inventé et une nouvelle vague s'est développée dans la communauté scientifique, mais même les scientifiques ne se souvenaient pas de ça. Et ils ont dû réinventer à peu près les mêmes robots sans savoir que ça avait été fait 50 ans avant. Donc c'est intéressant parce que ça montre un petit peu les interactions entre des travaux d'ingénieurs, des travaux scientifiques, la société, et puis la manière dont c'est perçu plus largement et qui peut parfois être très largement exagéré. Et c'est pas sans rappeler aujourd'hui la manière évidemment dont beaucoup de gens, quand ils interagissent avec des logiciels comme ChatGPT, eh bien on a l'impression que ce truc qui parle comme un humain très savant, eh ben c'est un peu comme si c'était une personne, et puis parfois il sait résoudre des problèmes de maths par exemple compliqués, donc on a l'impression qu'il est super intelligent. Et puis en plus il y a des gens dans la presse qui disent il est super intelligent, et donc du coup forcément les utilisateurs vont anthropomorphiser, s'imaginer que c'est peut-être une super intelligence au-delà de l'humain, alors que c'est faux. D'abord, ce ne sont pas des personnes, c'est ce qu'on essaye d'expliquer dans le livre, ce sont des sortes de bric-à-brac qui mélangent plein de connaissances livresques, mais il n'y a d'aucune manière une forme de cohérence ou de personnalité comme un être vivant et les humains en particulier. Par contre, effectivement, ils ont des capacités dans certains domaines qui peuvent être très avancées et en même temps, parfois faire des erreurs très importantes, toutes bêtes. Donc, par exemple, ils vont être capables de résoudre parfois des problèmes de maths de niveau université, et puis juste après, on va leur donner un problème de maths de niveau école primaire, et ils vont raconter complètement n'importe quoi. Donc en fait, finalement, c'est vraiment une grosse erreur de les considérer un peu comme des personnes, parce que ça nous amène à essayer de penser leurs capacités et aussi leurs limites en plaquant dessus notre idée des capacités et des limites des humains, alors que ce sont des objets totalement différents. Il faut les voir autrement. Et c'est ça qu'on essaye aussi d'expliquer dans le livre. Et vous le faites effectivement très justement. Est-ce que je vous propose, Pierre-Yves, on va continuer à en parler, on va aussi voir comment la perception de l'intelligence artificielle, elle a évolué justement au fil des siècles pour venir jusqu'ici en 2024. D'abord, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité en duplex aujourd'hui, Pierre-Yves Oudéier. Pierre-Yves, juste avant de reprendre nos échanges, on va passer à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, vous allez nous parler aujourd'hui de ces images humoristiques échangées par milliers sur Internet. Je parle évidemment des mèmes dont vous nous proposez de faire une courte archéologie et aussi de comprendre ce qu'ils disent de nous. Exactement, parce qu'on les utilise en effet tous ou pratiquement tous et ils possèdent une encyclopédie du nom de Know Your Meme. Ils possèdent même une Coupe de France du mème, et oui. Et pourtant, que sait-on vraiment de ces petites images humoristiques? D'où vient par exemple leur nom, le mème Philippine? Ce nom, figurez-vous, provient, il n'est pas nouveau, il a même 50 ans, puisqu'il a été inventé par un généticien britannique du nom de Richard Dawkins dans son livre Le gène égoïste. Et il désignait une unité d'information culturelle qui se transmet comme un gène. Une unité d'information culturelle, qu'est-ce que c'est? Ça peut être, mettons, une qualité comme l'altruisme, ça peut être une croyance religieuse ou une tradition culturelle qui donc, comme un gène, se reproduit, se répand, survit pour évidemment la préservation du groupe, selon des lois non plus de sélection naturelle, mais de sélection culturelle. Alors Jeanne, comment on passe du gène culturel au mème visuel? Grâce au caractère viral de certaines images, comme ce qu'on considère comme l'un des premiers mèmes de l'histoire, le fameux Dancing Baby. Petite animation 3D née dans les années 90, reproduite et citée notamment pour les boomers dans mon genre dans la série Ali McBeal. Et à quoi tenait sa viralité, à part le fait qu'il était extrêmement mignon et qu'il avait l'air d'inventer le twerk, c'est probablement pour ce qu'il exprime, à savoir cette virtualité balbutiante en train de s'éveiller, cette enfance du numérique qui allait bientôt se développer très fort. Alors comment ça a évolué jusqu'à devenir ce que c'est aujourd'hui? En trouvant une forme qui s'est figée. En effet, une forme à la fois libre, comme un signifiant, qui se réinvente à l'infini, et à la fois rigide, une image standardisée, utilisée, un cadre et un texte, souvent écrit dans une typographie humoristique, j'entends l'irremplaçable impact, en l'occurrence. Et ces formules de sémioticiennes m'amènent tout naturellement à voir comment ces mèmes ont trouvé des formes un petit peu spécifiques et canoniques. Prenons par exemple le reaction meme. Reaction meme qu'incarne la célèbre grenouille Pépé. Pépé, elle peut être triste. Pépé peut être triste, pardon. Pépé peut être heureux. Ou Pépé peut avoir très très mauvaise, être très énervé. Ensuite, on a ce qu'on pourrait appeler les mèmes de contexte. Qu'est-ce que c'est? C'est des mèmes qui font intervenir un même personnage dans différents contextes en changeant parfois les traits du personnage. Je parle évidemment du très mignon Shiba Inu. Chaque fois, on a des écritures en police comique, polychrome. À chaque fois aussi, on parle de pensée un peu intérieure exprimée dans un très mauvais anglais. Et on a enfin ce qu'on appelle les formats mèmes. Il y en a plein d'autres, mais bon, il fallait bien que j'en cite que quelques-uns. Les formats memes, c'est... on prend une image, comme évidemment le fameux Distracted Boyfriend, auquel on peut accoler n'importe quelle légende, dont on se rend compte grâce à l'intervention de Quentin Boitton, qui a créé notamment la super série d'Arte que je vous conseille de voir, qui s'appelle Underscore, que ça fait longtemps que, en fait, ce genre de Distracted Boyfriend anime les différentes toiles. Toile de droite, qui est la toile du cinéma de Chaplin. À gauche, c'est un homme qui doit choisir entre la tragédie et la comédie. On est exactement sur le même fonctionnement. Et donc, bref, ça fait bien longtemps que ça agit, ce genre d'image. Du coup, ça correspond à un art ancien du détournement qui existait déjà à l'époque? Absolument. Et on trouve des proto-mèmes dans l'histoire de l'art, particulièrement avec le mouvement Dada, qui raffole du détournement. Après, on aura évidemment le pop art d'Andy Warhol, mais... si on revient au Dada, ils vont détourner une œuvre particulièrement mémétique, l'icône La Joconde de Léonard de Vinci, évidemment qui va être parodiée par Duchamp, qui l'a affublé d'une moustache à gauche, ou même d'une légende à droite que je vous laisserai lire afin de ne pas dire de grossièreté à la télévision. Et cette même habilité, elle repose sur l'autorité du chef-d'œuvre qui est La Joconde, et qui évidemment, il est absolument divin de détourner. Donc ça veut dire que plus l'image est sérieuse, plus la blague elle est tentante? Absolument. Les mèmes participent d'une volonté de démythologisation du pouvoir et de ses contenus, qu'ils soient médiatiques ou institutionnels, d'où son utilisation largement politique depuis des années. Et s'il y a un cas d'école qu'il nous faut citer, évidemment, il s'agit
du seul et de l'unique Donald Trump, qui est au cœur de ces mèmes. Pourquoi ? Parce que déjà lui-même, il en a compris toute l'utilité en communication et en storytelling, que ce soit pour reprendre des paroles et amplifier des paroles de QAnon qui avaient mis l'assaut sur le Capitole, ou se montrer comme une figure de force qui sera la seule à permettre de faire de l'Amérique quelque chose de great again, mais aussi parce que Trump, avec un même personnage, j'entends Pépé la grenouille toujours, eh bien, il a pu être utilisé par les pros ou les anti-Trump. Et là, on voit ici le cauchemar de Pépé, suivi de son enterrement perpétré par son créateur même, parce que Pépé avait été associé à des images diverses, et notamment des croix gammées. Et je finirai donc avec un mème qui, selon moi, doit exprimer ce que les mèmes doivent rester. À savoir, on voit l'image, voilà, this is not a meme. Alors, c'est une image pleine de polysémie, un mème. Ça veut dire que ici, évidemment, on a la référence à Magritte avec le « ceci n'est pas une pipe », mais on a aussi la référence au Grumpy Cat, qui lui-même est un chat qui est très grognon et qui a été très, très mémétisé. Et bref, aussi, avant tout, après Magritte et après le Grumpy Cat, une façon de questionner l'image, toujours de plus en plus subvertie. Je suis fan. Et on prend à la manipulation. Merci beaucoup. Jeanne Dreyfus pour cette chronique. Puis j'ai appris plein de choses. Je ne savais pas qu'il s'appelait Pépé, donc je me coucherai moins bête. Pépé la grenouille. Pépé la grenouille. Je sais, Pépé the Frog. Oui, Pépé the Frog. Merci beaucoup. On va lancer tout de suite la deuxième partie du talk. Et on continue de discuter avec vous, Pierre-Yves Oudéier. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'INRIA et co-auteur de Ce n'est pas moi, c'est l'IA chez Nathan avec Didier Roy. Alors, on a parlé juste avant la chronique de Jeanne Dreyfus de ces premières innovations qui, à l'époque, n'étaient pas considérées, vous nous l'avez expliqué, par de l'intelligence artificielle, mais comme une super intelligence. Depuis ces premières innovations dans les années 1915 et puis après 1950 avec Alan Turing, comment, selon vous, la perception de l'intelligence artificielle, elle a évolué dans la société et dans les médias? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en 2024, après le buzz et le boom de ChatGPT, on soit encore aujourd'hui dans un cycle, ce qu'on pourrait appeler un emballement médiatique? Alors, disons qu'il y a eu des cycles au cours du XXe siècle dans lesquels l'IA a été par moments très connue, et puis il y a eu un emballement, les gens étaient très optimistes, et puis finalement les résultats n'étaient pas si impressionnants que ça, puis c'est retombé, puis c'est remonté, puis c'est retombé. Aujourd'hui, ce qui se passe est un tout petit peu différent, dans le sens où à la fois il y a très clairement beaucoup de discussions un petit peu fantasmées, à la fois des opportunités mais aussi des risques qui sont associés à l'IA, et en particulier à cette forme nouvelle d'IA qu'on appelle l'IA générative, celle qui est capable de générer des textes ou des images ou des sons qui ressemblent à ceux qui sont générés par les humains. Néanmoins, il y a quelque chose qui est un petit peu différent, dans le sens où il y a eu véritablement des avancées scientifiques et technologiques ces dernières années, que même les scientifiques, nous les scientifiques, on n'avait pas anticipé. Je pense qu'il y a peu de scientifiques sur la planète qui, il y a 5-6 ans, auraient pensé qu'il serait possible aujourd'hui de fabriquer des logiciels comme DALL-E, ChatGPT, Mistral, Claude, Sora, qui sont capables de choses aussi impressionnantes. Et effectivement, par contre, ces choses impressionnantes, elles sont finalement tellement surprenantes que, parfois, des personnes extrapolent un petit peu trop, à la fois en racontant que ça va résoudre les grands problèmes de l'humanité, alors que il faut beaucoup plus que ça. Et puis aussi en disant que peut-être ça va poser des problèmes, par exemple, existentiels. Peut-être à un moment donné, ces logiciels vont être connectés à des systèmes qui vont leur permettre de déclencher des conflits, prendre le contrôle de grandes entreprises, etc. Et ça, bien sûr, c'est complètement imaginaire, c'est fantasmagorique. Ça reste des systèmes qui sont totalement fabriqués et encadrés et encadrables par les humains. Et malheureusement, en réponse à cette exagération dans un sens, on a aussi souvent une exagération dans l'autre sens, parfois de certains de mes collègues qui vont essayer
de rabaisser, de diminuer l'étendue des capacités de ces systèmes en disant qu'en fait, ils comprennent rien, ils sont pas capables de faire des tâches nouvelles, ils sont pas capables d'inventer des choses nouvelles. Et ça aussi, c'est un petit peu trop exagéré parce qu'il y a réellement des capacités impressionnantes, des capacités de recombiner de manière très sophistiquée des informations qui viennent de nombreux endroits pour produire des textes ou des images qui, d'un certain nombre de points de vue, sont véritablement nouveaux, qui, d'un certain point de vue, peuvent véritablement aider des humains, des scientifiques ou des artistes à produire des choses qui sont créatives, qui sont inventives. Et donc la réalité est plus nuancée, elle est plus complexe. Et c'est ça aussi qu'on a essayé de faire avec Didier en écrivant ce livre, c'est de s'adresser aux jeunes, à leurs parents, à leurs enseignants aussi, en leur expliquant les mécanismes, les usages, les enjeux sociétaux de manière vraiment simple et accessible avec des exemples ultra concrets, des petites activités très pratiques, mais en même temps, en gardant cette perspective nuancée, en montrant que les choses sont plus complexes qu'on pourrait parfois l'entendre à droite ou à gauche dans les médias. Vous critiquez aussi d'ailleurs le fait que le fantasme d'une IA qui pourrait un jour, vous l'avez dit, dépasser l'intelligence humaine. Je voudrais qu'on parle de deux sujets ensemble dans un instant. D'abord, dans votre livre, vous parlez de ce qui s'apparente presque à un métier aussi, les scoreurs, ces humains qui aident à former les intelligences artificielles en récompensant ou en pénalisant leurs réponses. C'est la première fois que j'en entendais parler. Ça y est, c'est un vrai métier maintenant ? Alors, c'est un vrai métier, alors qui n'est pas forcément un métier qui est réalisé dans des conditions extraordinaires. En fait, de quoi s'agit-il? C'est-à-dire que pour fabriquer un logiciel comme ChatGPT, par exemple, il y a un petit peu de méthodes qui sont combinées. Il y a une première méthode, c'est la méthode des textes à trous. Donc, on prend tous les textes qu'on trouve sur Internet et puis on enlève un peu au hasard des mots et puis on essaye d'entraîner la machine à deviner quoi mettre dans ces trous. Et puis une fois qu'on a fini ça, eh bien, on va demander à ces logiciels de répondre à un certain nombre de requêtes d'utilisateurs. Par exemple, fais le résumé de tel texte. Est-ce que tu peux me traduire tel texte dans telle ou telle langue? Est-ce que tu peux me résoudre tel problème de maths? Est-ce que tu peux m'aider à comprendre si telle opinion est bien argumentée ou pas? Et en fait, le logiciel va proposer des réponses et ces réponses vont être notées par des humains qui vont donner une sorte de feedback, de retour, qui va être utilisé pour améliorer les réponses progressivement. Et effectivement, ce métier de notation, c'est un métier qui s'appelle le métier des scoreurs. Et aujourd'hui, c'est plutôt réalisé par ce qu'on appelle des populations de micro-travailleurs, c'est-à-dire des gens qui sont employés par les très grandes entreprises des techs qui fabriquent ces logiciels-là et qui malheureusement sont souvent aujourd'hui des gens qui travaillent dans des conditions extrêmement précaires, dans des pays où la législation sur le travail n'est pas aussi bien encadrée qu'en Europe, par exemple, donc ils sont mal payés. Et puis par ailleurs, eh bien, c'est un métier qui peut être extrêmement problématique pour eux. Alors l'un de leurs rôles, par exemple, c'est de s'assurer que les logiciels comme ChatGPT ou Claude ou Mistral ne produisent pas de contenu choquant ou de contenu qui soit choquant d'un point de vue politique, d'un point de vue psychologique ou de tout autre point de vue. Et du coup, en fait, c'est finalement ces scoreurs qui, au départ, vont parfois voire même souvent être exposés à des choses problématiques qui peuvent être psychologiquement très embêtantes pour elles et qui vont les entraîner à ne plus faire ces choses-là. Mais donc nous, une fois que les utilisateurs lambda récupèrent les logiciels, effectivement, la plupart du temps, ils ne disent pas de choses extrêmement choquantes, mais qui peuvent être biaisées. Et ça c'est une autre question dont on pourra discuter, ça peut être embêtant, mais ce n'est pas forcément très choquant. Mais c'est grâce au travail de tous ces scoreurs qui ont été, du coup, travaillés dans des conditions moyennes. Ça fait partie de l'écosystème qu'il faut comprendre et on l'explique aussi. Je pense que les jeunes sont capables de le comprendre et ça peut leur permettre d'accompagner, par exemple, dans les années qui viennent, par exemple, le développement de certaines lois pour encadrer la manière dont ces logiciels sont construits.
Merci infiniment Pierre-Yves. Ce que je vous propose, parce qu'on avait encore évidemment plein de questions à vous poser, vous allez revenir nous parler de ces sujets-là une autre fois avec grand plaisir. D'ici là, on a été vraiment ravis de vous recevoir. Je rappelle votre livre « C'est pas moi, c'est l'IA » publié chez Nathan, voilà, ce qui s'adresse aux enfants comme aux plus grands et c'est tout ça est absolument passionnant. Merci à vous en tout cas d'avoir été en duplex avec nous aujourd'hui. Merci aussi à vous, Jeanne Dreyfus, d'avoir été sur le plateau aujourd'hui pour votre chronique. Merci à vous de nous avoir suivis et puis vous le savez, on se retrouve comme tous les jours dès demain et dès 12h30 et toujours sur School TV. Bonne journée.